Ce que je vais vous raconter aujourd'hui va vous glacer le sang. Cette histoire vraie s'est déroulée il y a seulement 3 ans, dans un petit hôtel perdu au cœur des montagnes françaises. Si vous êtes facilement impressionnable, il n'est pas trop tard pour fermer cette vidéo. Mais si vous restez, préparez-vous à découvrir pourquoi la chambre 237 de l'hôtel Bellevue n'a plus jamais été louée depuis ce tragique mois d'octobre 2021. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que Thomas a découvert dans cette chambre va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Thomas Mercier était ce qu'on appelle un urbexeur, un passionné d'exploration urbaine. Depuis ses études en architecture, il parcourait la France à la recherche de lieux abandonnés. Usines désaffectées, châteaux en ruine, hôpitaux oubliés. Sa chaîne YouTube, Exploration interdite, comptait déjà plus de 50 000 abonnés qui attendaient chaque semaine ses nouvelles découvertes. Ce matin d'octobre 2021, Thomas reçoit un message privé qui va tout changer. L'expéditeur se fait appeler « Gardien des secrets », un pseudo inquiétant qui aurait dû l'alerter immédiatement. Thomas relit le message plusieurs fois. 5 000 € pour une nuit dans un hôtel abandonné? C'était soit une arnaque, soit le jackpot de sa carrière d'explorateur. L'appât du gain et sa curiosité naturelle l'emportent sur la prudence. Il répond rapidement. La réponse arrive dans les minutes qui suivent, avec des coordonnées GPS précises et une photo satellite floue de l'établissement. Plus troublant encore, un virement de 2 500 € apparaît sur son compte dans l'heure qui suit. Un acompte, précise le mystérieux contact. Mais Thomas ne se doute pas encore de ce qui l'attend. Car voyez-vous, l'hôtel Bellevue cache un secret que même les archives locales ont tenté d'effacer. Un secret qui remonte à 1987. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. D'abord, laissez-moi vous poser une question. Que feriez-vous à la place de Thomas? Accepteriez-vous ce défi? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner si cette histoire vous passionne déjà. 2 jours plus tard, Thomas roule sur les routes étroites des Vosges. Son GPS l'amène de plus en plus loin de la civilisation, sur des chemins de montagne à peine praticables. La météo se dégrade progressivement, un brouillard épais commence à envelopper sa voiture. À 17h30, alors que la nuit commence déjà à tomber, Thomas aperçoit enfin la silhouette imposante de l'hôtel Bellevue. Le bâtiment, construit dans les années 1960, se dresse comme un monolithe gris au milieu de nulle part. Ses nombreuses fenêtres brisées ressemblent à autant d'yeux aveugles qui le fixent. Thomas gare sa voiture et sort son matériel. Caméra, éclairage portable, sac de couchage, nourriture pour la nuit, et surtout sa fidèle GoPro, qui a déjà immortalisé des dizaines d'explorations. L'entrée principale de l'hôtel est condamnée par des planches de bois, mais Thomas trouve rapidement une fenêtre brisée au rez-de-chaussée. Il se faufile à l'intérieur, sa lampe frontale perçant l'obscurité. Le hall d'accueil est dans un état de décomposition avancée. Le mobilier des années 70 est recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Des morceaux de plafond jonchent le sol en damier noir et blanc. L'humidité a créé des taches sombres sur les murs, donnant l'impression de visages déformés dans la pénombre. Mais Thomas ignore encore qu'il n'est pas seul dans cet hôtel. Pendant qu'il explore le rez-de-chaussée, quelque chose d'autre se réveille à l'étage supérieur. Dans la chambre 237 précisément. Et ce que je vais vous révéler maintenant va vous faire comprendre pourquoi cet hôtel a vraiment été fermé en 2006. Ce n'était pas pour des raisons financières comme le prétendent les autorités locales. Il faut remonter à l'hiver 1987. L'hôtel Bellevue était alors en pleine activité, dirigé par Marcel Dubois, un homme d'une 60aine d'années réputé pour son caractère difficile. L'établissement accueillait principalement des voyageurs de passage et quelques habitués qui venaient y passer leurs vacances d'hiver. C'est à cette époque qu'une famille parisienne, les Moreau, réserve la chambre 237 pour une semaine de vacances. Paul et Christine Moreau, accompagnés de leur fille de 8 ans, Eléa. Une famille ordinaire qui va vivre un cauchemar extraordinaire. Dès la première nuit, Eléa commence à faire des cauchemars terrifiants. Elle prétend qu'une dame en noir vient la voir dans sa chambre et lui raconte des histoires effrayantes. Ses parents mettent cela sur le compte du changement d'environnement et de l'imagination débordante de leur fille. Mais au fil des nuits, le comportement d'Eléa devient de plus en plus inquiétant. Elle refuse de dormir seule, parle à des personnes invisibles, et développe une connaissance troublante de l'histoire de l'hôtel, des détails qu'aucun enfant de son âge ne pourrait connaître. La 3e nuit, Paul Moreau est réveillé par des bruits étranges venant du plafond de leur chambre. Des pas lents et réguliers, comme si quelqu'un marchait à l'étage supérieur. Pourtant, le directeur lui assure que l'étage au-dessus est condamné depuis des années. C'est alors que Marcel Dubois avoue à contre-cœur la véritable histoire de l'hôtel. En 1962, lors de la construction de l'hôtel, un accident tragique s'est produit. Une ouvrière, Marguerite Lefebvre, est tombée dans la cage d'ascenseur alors que les travaux n'étaient pas terminés. Son corps n'a été retrouvé qu'après plusieurs jours,
au fond du puits. Par superstition ou par négligence, les ouvriers ont simplement muré l'accès et continué les travaux. Marguerite Lefebvre avait 34 ans. Elle était mère célibataire d'une petite fille de 8 ans, exactement l'âge d'Eléa Moreau. Mais ce n'est que le début de cette histoire terrifiante, car ce que va découvrir Thomas dans la chambre 237 va révéler que Marguerite Lefebvre n'est jamais vraiment partie de cet hôtel. D'ailleurs, si vous trouvez cette histoire captivante, pensez à liker cette vidéo. Vos likes m'encouragent à continuer ces enquêtes paranormales. Et maintenant, retournons auprès de Thomas qui vient de découvrir quelque chose d'inquiétant. Thomas a terminé l'exploration du rez-de-chaussée. Il a trouvé l'ancien restaurant, la cuisine industrielle rouillée et plusieurs salons de détente envahis par la végétation. Rien d'exceptionnel pour un bâtiment abandonné depuis 15 ans. Il se dirige maintenant vers l'escalier principal pour accéder aux chambres. Les marches grincent dangereusement sous ses pas, et sa lampe frontale révèle une rampe en fer forgé qui semble étonnamment bien conservée. Thomas a sa caméra. Bon, je monte au premier étage. L'escalier tient encore, c'est déjà ça. Mon contact m'a dit que la chambre 237 était au deuxième étage, mais je vais d'abord jeter un œil à ce niveau. Le premier étage ressemble à un labyrinthe de couloirs étroits bordés de portes identiques. Thomas pousse quelques-unes d'entre elles au hasard. Salle de bain carrelée de rose, chambre double avec des lits métalliques rouillés, armoires grandes ouvertes sur le vide. Mais c'est en arrivant au bout du couloir principal que Thomas fait sa première découverte troublante. Sur le mur, à hauteur d'enfant, quelqu'un a gravé des mots dans le plâtre. Marguerite veut rentrer chez elle. Thomas, inquiet. Qui a écrit ça? Et qui est Marguerite? Il photographie l'inscription avec son téléphone et continue vers le deuxième étage. L'escalier qui y mène est dans un état encore plus précaire. Plusieurs marches sont brisées et Thomas doit faire attention à chaque pas. Le deuxième étage plonge Thomas dans une atmosphère différente. Ici, l'air semble plus lourd, plus oppressant. Sa respiration devient visible dans le froid et il remarque que sa caméra commence à avoir des ratés. L'image se fige parfois pendant quelques secondes. Les numéros des chambres sont encore visibles sur la plupart des portes. 201, 203, 205. Thomas progresse lentement dans le couloir, sa lampe balayant de gauche à droite. Et là, au bout du couloir, il la voit enfin, la porte de la chambre 237. Curieusement, cette porte semble en meilleur état que les autres. La peinture verte n'est pas écaillée, la poignée dorée brille encore, et le numéro 237 est parfaitement lisible. Thomas, chuchotement. Étrange. Cette porte a l'air presque neuve comparée aux autres. Il s'approche et pose sa main sur la poignée. Elle est glaciale, bien plus froide que la température ambiante ne le justifierait. Mais le plus troublant, c'est que la porte n'est pas verrouillée. Thomas s'apprête à pénétrer dans la chambre 237. Mais ce qu'il va découvrir à l'intérieur va bouleverser sa compréhension de la réalité. Car cette chambre, elle semble habitée. Mais avant de continuer, je dois vous parler de ce qui est arrivé aux autres personnes qui ont tenté le même défi. Parce que Thomas n'est pas le premier. En faisant mes recherches pour cette histoire, j'ai découvert que Thomas n'était pas le premier à avoir reçu cette mystérieuse proposition. Au cours des 5 dernières années, au moins 4 autres explorateurs urbains ont été contactés par Gardiens des Secrets, avec la même offre alléchante. Le premier était Kevin Martel, un urbexeur lyonnais de 31 ans. En septembre 2019, il accepte le défi et se rend à l'hôtel Bellevue. Sa dernière vidéo, postée en direct sur sa chaîne, montre son arrivée dans la chambre 237. Puis, plus rien. Kevin disparaît. Sa voiture est retrouvée 3 jours plus tard sur le parking de l'hôtel. Ses affaires intactes à l'intérieur, mais aucune trace de Kevin. L'enquête de gendarmerie conclut à une fugue volontaire, malgré les protestations de sa famille. Le dossier est classé au bout de 6 mois. Puis c'est au tour de Sarah Bonnefoy, une photographe spécialisée dans les lieux abandonnés. En mars 2020, elle accepte elle aussi le défi. Cette fois, les gendarmes interviennent plus rapidement grâce à son système de géolocalisation. Ils la retrouvent le lendemain matin, inconsciente dans la forêt, à plus de 2 km de l'hôtel. Sarah ne se souvient de rien. Amnésie totale. Ses derniers souvenirs remontent à son entrée dans l'hôtel, vers 18 h. Elle a été retrouvée à 6 h du matin, soit 12 heures plus tard, sans aucune explication de ce qui s'est passé. Le troisième cas est encore plus troublant. Marc Fontaine, 29 ans, explorateur aguerri avec plus de 100 000 abonnés. En octobre 2020, il relève lui aussi le défi. Cette fois, les autorités, alertées par les précédents incidents, mettent en place une surveillance discrète. Les gendarmes le voient entrer dans l'hôtel à 17 h 30. À 23 h 15, ils entendent des cris terrifiants venant du bâtiment. Ils interviennent immédiatement et trouvent Marc dans la chambre 237, recroquevillé dans un coin, en état de choc profond. Marc prétend avoir été attaqué par une femme en noir avec des yeux vides.
Il affirme qu'elle lui a montré des images terrifiantes. Sa propre mort, celle de ses proches, des scènes de violence insoutenables. Mark ne s'est jamais vraiment remis de cette expérience. Il a fermé sa chaîne YouTube et évite désormais tout contact avec le monde de l'exploration urbaine. Le quatrième et dernier cas avant Thomas, Amélie Rousseau, 26 ans. En juin 2021, 4 mois seulement avant l'expérience de Thomas. Amélie est retrouvée le lendemain matin dans sa voiture, sur le parking de l'hôtel. Elle semble dormir paisiblement, mais impossible de la réveiller. Transportée à l'hôpital, Amélie reste dans un étrange état de semi-conscience pendant 3 semaines. Quand elle se réveille enfin, elle affirme avoir vécu une autre vie pendant son sommeil. Elle prétend avoir été Marguerite Lefebvre, l'ouvrière morte en 1962, et avoir revécu sa chute dans la cage d'ascenseur des dizaines de fois. 4 explorateurs, 4 expériences traumatisantes. Et maintenant Thomas s'apprête à devenir le 5e. Mais contrairement aux autres, Thomas va aller au bout de son exploration. Et ce qu'il va découvrir va expliquer tous ces mystères. Mais d'abord, dites-moi en commentaire, après avoir entendu ces témoignages, auriez-vous eu le courage de continuer? Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous passionne. Thomas pousse lentement la porte de la chambre 237. Le grincement sinistre résonne dans tout le couloir. Sa lampe frontale perce l'obscurité et révèle une chambre parfaitement conservée. Contrairement au reste de l'hôtel, cette pièce semble avoir été préservée du temps. Le lit double est fait, avec des draps blancs impeccables. Les meubles années 70 brillent comme s'ils avaient été cirés récemment. Même les rideaux, d'un vert émeraude profond, pendent élégamment aux fenêtres sans la moindre trace de poussière. Il avance prudemment, sa caméra enregistrant chaque détail. Sur la table de nuit, un verre d'eau semble fraîchement servi. Les serviettes dans la salle de bain adjacente sont parfaitement pliées. C'est comme si la chambre attendait l'arrivée d'un client. Thomas remarque un détail troublant. Un miroir art déco au-dessus de la commode reflète son image, mais avec un léger décalage temporel. Ces mouvements semblent être reproduits avec une seconde de retard. Il décide d'installer son campement pour la nuit. Selon les termes du défi, il doit rester dans cette chambre jusqu'à 6 heures du matin. Cela lui laisse près de 10 heures à tenir. À 20h30, Thomas termine l'installation de son matériel. Il a disposé 3 caméras différentes dans la pièce pour filmer sous tous les angles, plus sa caméra principale qu'il garde à la main. Il teste également son système de live streaming pour partager l'expérience avec ses abonnés en temps réel. C'est à ce moment que commencent les premiers phénomènes étranges. La température de la pièce chute brusquement. Thomas voit son souffle se condenser dans l'air, alors qu'il faisait une température normale quelques minutes auparavant. Ses caméras commencent à avoir des dysfonctionnements. L'image se brouille, des lignes parasites apparaissent. Puis, vers 21h, Thomas entend le premier bruit inexplicable, un son métallique, comme si quelque chose tombait dans une structure creuse. Un son qui semble venir des murs eux-mêmes. Il approche son oreille du mur et entend distinctement une chute qui se répète, encore et encore, comme un écho éternel. Et dans ce bruit répétitif, Thomas commence à distinguer autre chose, une voix féminine qui appelle à l'aide. Thomas recule, troublé. Il vérifie ses enregistrements. Ses caméras ont bien capté les sons, mais pas la voix. Seul lui semble l'entendre. Thomas vient d'entendre la voix de Marguerite Lefebvre pour la première fois. Mais ce n'est que le début d'une nuit qui va le changer à jamais. Car Marguerite ne cherche pas seulement de l'aide, elle cherche un remplaçant. Et ce que Thomas va vivre dans les heures qui suivent dépasse l'entendement humain. Restez avec nous, car la suite va vous donner des frissons. Thomas essaye de rationaliser ce qui lui arrive. Il mange un sandwich et boit un peu d'eau, pensant que la fatigue et le stress peuvent expliquer ses hallucinations auditives. Mais les phénomènes s'intensifient. À 21h45, le miroir art déco commence à se comporter de manière encore plus étrange. Non seulement il y a ce décalage temporel, mais l'image réfléchie commence à montrer des choses qui ne sont pas dans la pièce. Dans le reflet, Thomas voit une femme en robe noire debout derrière lui. Elle a une trentaine d'années, des cheveux bruns attachés en chignon, et ses yeux. Ses yeux sont entièrement blancs, sans pupilles. Il se retourne brusquement, mais la chambre est vide. Quand il regarde à nouveau le miroir, son reflet normal est revenu. Thomas récupère sa caméra principale et filme directement le miroir. À l'écran de contrôle, tout semble normal. Mais dans le miroir lui-même, la femme en noir réapparaît, plus distincte cette fois. Elle bouge les lèvres comme si elle parlait, mais aucun son ne sort. Thomas lit sur ses lèvres. « Je tombe, encore ». Le reflet de la femme hoche lentement la tête. Puis elle lève une main squelettique et pointe vers le sol de la chambre. Thomas dirige sa lampe vers l'endroit indiqué. Le parquet, qui semblait parfaitement normal quelques heures auparavant, présente maintenant une anomalie. Une section rectangulaire, de la taille d'une trappe, se dessine dans le bois. Il s'agenouille et passe ses doigts sur les contours. Le bois est différent ici, plus récent,
comme s'il avait été ajouté après coup pour dissimuler quelque chose. À 22h15, Thomas prend une décision qui va sceller son destin. Il sort un petit pied de biche de son sac d'exploration et commence à forcer l'ouverture de la trappe improvisée. Le bois cède avec un craquement sinistre. En dessous, Thomas découvre un trou béant qui semble plonger dans les entrailles du bâtiment. Sa lampe ne parvient pas à en éclairer le fond. Mais ce qui l'interpelle le plus, c'est l'odeur qui s'en dégage. Une odeur de terre humide, de renfermé et de décomposition. C'est à ce moment que sa caméra principale capture quelque chose d'extraordinaire. Dans le trou, une lueur phosphorescente commence à monter lentement, comme un brouillard lumineux. Et dans cette lueur, une silhouette commence à se former. La même femme que dans le miroir, mais cette fois elle apparaît directement devant Thomas, translucide mais parfaitement visible. Thomas est tétanisé. Il tient sa caméra d'une main tremblante, documentant cette rencontre impossible avec l'au-delà. Le fantôme de Marguerite s'approche de Thomas. Plus elle se rapproche, plus la température chute. Le souffle de Thomas devient de plus en plus visible. Marguerite ? Enfin, quelqu'un qui peut me voir, m'entendre. Thomas est tétanisé. Il tient sa caméra d'une main tremblante, documentant cette rencontre impossible avec l'au-delà. Thomas, bégayant. Vous êtes Marguerite Lefebvre, l'ouvrière qui est morte en 1962 ? Marguerite ? Je ne suis pas morte. Je tombe, depuis 59 ans. Je tombe dans cette cage d'ascenseur, encore et encore, sans jamais toucher le fond. Le fantôme de Marguerite s'approche de Thomas. Plus elle se rapproche, plus la température chute. Le souffle de Thomas devient de plus en plus visible. Marguerite ? Ils ont muré ma cage. Mon corps est resté au fond, mais mon esprit continue de tomber. Tu peux m'aider ? Thomas. Comment je peux vous aider ? Marguerite. Prends ma place. Juste le temps que je me repose. Juste quelques minutes. Thomas comprend soudain le piège. Tous les explorateurs précédents ont vécu la même chose. Marguerite cherche quelqu'un pour interrompre sa chute éternelle, quelqu'un pour prendre sa place dans ce cauchemar perpétuel. Thomas, reculant. Non, je ne peux pas, je ne vais pas. Marguerite. Tu n'as pas le choix, personne ne sort de cette chambre sans m'avoir aidé. Regarde autour de toi. Sous les yeux terrifiés de Thomas, la chambre parfaite commence à se dégrader rapidement. La peinture s'écaille, les meubles se couvrent de moisissures, les draps du lit deviennent grisâtres et troués. La réalité reprend ses droits, révélant l'état véritable de cette pièce abandonnée. Marguerite. Tu vois maintenant, cette chambre est un piège, une prison. Comme moi, tu ne pourras plus partir, à moins que... Thomas vient de comprendre l'horrible vérité. La chambre 237 est un piège temporel où Marguerite Lefebvre retient ses victimes. Mais Thomas va faire quelque chose qu'aucun des précédents explorateurs n'a osé faire. Il va descendre dans la cage d'ascenseur pour affronter Marguerite sur son propre terrain. Ce qu'il va y découvrir va vous glacer le sang. Thomas, si je dois vous aider, alors montrez-moi où est votre corps. Montrez-moi cette cage d'ascenseur. Marguerite semble surprise par cette réaction. Ses traits fantomatiques expriment un mélange de joie et d'inquiétude. Marguerite, tu acceptes de descendre ? Personne n'a jamais. Ils ont tous fui ou sont devenus fous. Thomas, je suis explorateur. C'est ce que je fais, je explore. Même l'impossible. Thomas récupère une corde d'escalade de 30 mètres dans son sac. Il l'attache solidement au pied du lit métallique et la fait descendre dans le trou. Sa lampe frontale révèle que la corde ne touche toujours pas le fond. Thomas, 30 mètres de corde, et on ne voit toujours pas le fond. Cet hôtel ne fait que 3 étages. Il active toutes ses caméras, fixe sa GoPro sur son casque et lance un live streaming d'urgence à ses abonnés. Thomas, à sa caméra. Si vous regardez ça en direct, je vais descendre dans cette cage d'ascenseur. Si quelque chose m'arrive, prévenez la gendarmerie. Coordonnées GPS dans la description de la vidéo. Commentaire en direct. Thomas ne descend pas. Appelle la police. C'est du fake, impossible. J'ai appelé les secours. Thomas commence sa descente. Dès qu'il disparaît dans le trou, l'atmosphère change radicalement. Il n'est plus dans l'hôtel Bellevue, mais dans un espace impossible, un puits qui semble défier les lois de la physique. Au bout de 10 mètres de descente, Thomas aperçoit les premiers vestiges de la vraie cage d'ascenseur. Des rails métalliques rouillés, des câbles sectionnés qui pendent dans le vide. À 20 mètres, il trouve les premiers ossements. Des côtes humaines incrustées dans la paroi, comme si le corps s'était mélangé à la structure même du bâtiment. Thomas, voix étouffée. Mon Dieu, il y a des os partout, comme si le corps s'était intégré au mur. À 25 mètres, Thomas atteint enfin le fond de la cage. Ce qu'il y découvre dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Le corps de Marguerite Lefebvre est là,
parfaitement conservé après 59 ans. Mais il n'est pas posé au sol. Il flotte à 1 mètre de hauteur, pris dans une boucle temporelle, où il chute éternellement sans jamais toucher le fond. Marguerite, sa voix résonne maintenant de partout. Tu vois, je tombe, encore et encore, depuis 59 ans. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai besoin d'aide. Thomas observe le phénomène avec fascination et terreur. Le corps de Marguerite reproduit sa chute mortelle en boucle, comme un film qui repasserait éternellement. Thomas, il faut briser cette boucle, mais comment? C'est alors qu'il remarque quelque chose d'essentiel. Au sol, sous le corps en lévitation, se trouve une plaque métallique avec une inscription à demi effacée. Ici repose Marguerite Lefebvre. Elle n'est jamais tombée seule. Thomas, elle n'est jamais tombée seule. Qu'est-ce que ça veut dire? En explorant davantage le fond de la cage, Thomas découvre un second squelette, plus petit, recroquevillé dans un coin. À côté, un petit sac à main en cuir des années 60 et un carnet. Thomas ouvre délicatement le carnet. Les pages jaunies révèlent l'écriture soignée d'une femme. Thomas, lisant à voix haute, « Journal de Marguerite Lefebvre. Si quelqu'un trouve ce carnet, sachez que je ne suis pas morte seule. Ma fille, ma petite Suzanne, était avec moi ce jour-là. Elle voulait voir où travaillait maman. Je l'avais cachée dans la cage d'ascenseur, pour que le contremaître ne la voie pas. Quand la structure s'est effondrée, nous sommes tombés ensemble. Thomas comprend enfin. Marguerite n'est pas seule dans sa chute éternelle. Sa fille de 8 ans est avec elle, et c'est pour cela qu'elle est attirée par les enfants de cet âge, comme Eléa Moreau en 1987. Thomas. Suzanne, où est Suzanne maintenant? Marguerite, voix pleine de tristesse. Elle a eu peur de cette chute sans fin. Son esprit s'est enfui. Je la cherche depuis 59 ans. C'est pour ça que je ne peux pas partir. Thomas réalise qu'il détient la clé du mystère. Marguerite ne cherche pas un remplaçant, elle cherche sa fille. Et tous les explorateurs précédents n'ont pas compris cela. Thomas vient de découvrir la véritable tragédie de l'hôtel Bellevue. Marguerite Lefebvre ne cherche pas à faire du mal, elle cherche sa fille morte. Mais comment Thomas va-t-il réussir à réunir une mère et sa fille séparées par 59 ans de mort? La solution que Thomas va trouver est aussi belle que terrifiante. Et elle va changer à jamais l'hôtel Bellevue. Thomas, toujours au fond de la cage d'ascenseur, réfléchit intensément. Il a compris que Marguerite cherche sa fille Suzanne. Mais comment retrouver l'esprit d'un enfant mort il y a 59 ans? Thomas. Marguerite, votre fille Suzanne, où pensez-vous qu'elle puisse être? Marguerite, voix brisée par le chagrin. Je ne sais pas. Après l'accident, son esprit s'est échappé de cette cage. Elle avait tellement peur, elle est partie vers la lumière, je crois, mais moi je n'ai pas pu la suivre. J'étais trop attaché à cette chute. Thomas se souvient des témoignages des explorateurs précédents. Sarah Bonnefoy parlait d'une voix d'enfant dans ses cauchemars. Amélie Rousseau mentionnait avoir vu une petite fille pendant son coma. Thomas. Et si Suzanne n'était pas partie? Et si elle était toujours ici, mais ailleurs dans l'hôtel? Thomas prend une décision audacieuse. Il va remonter et explorer systématiquement tout l'hôtel pour trouver des traces de Suzanne. De retour dans la chambre 237, Thomas s'adresse directement à Marguerite. Thomas, je vais chercher Suzanne. Mais vous devez m'aider. Où aimait-elle jouer quand elle était vivante? Marguerite, un espoir dans la voix. Elle adorait les jardins et la musique. Elle chantait tout le temps, des comptines. Thomas redescend au rez-de-chaussée et sort de l'hôtel pour explorer les anciens jardins. Sous sa lampe frontale, il découvre les vestiges d'un petit parc pour enfants, une balançoire rouillée, un toboggan effondré et une petite cabane en bois, miraculeusement préservée. En s'approchant de la cabane, Thomas entend quelque chose d'extraordinaire, une voix d'enfant qui chante une comptine des années 60. Voix d'enfant, douce et mélancolique. Il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué. Ohé ohé. Thomas pousse délicatement la porte de la cabane. À l'intérieur, assise sur un petit banc, se trouve l'esprit de Suzanne Lefebvre, une fillette de 8 ans en robe bleue, translucide comme sa mère, mais rayonnante d'une lumière dorée. Suzanne, se tournant vers Thomas. « Bonjour monsieur, vous cherchez maman ?» Thomas, ému. « Oui Suzanne, ta maman te cherche depuis très longtemps, elle ne peut pas partir sans toi. » Suzanne. « Je sais, mais j'ai eu si peur quand on est tombé, je me suis caché ici, dans ma cabane magique. Maman ne peut pas venir ici parce qu'elle est attachée à sa chute. » Thomas comprend le problème. Marguerite ne peut pas quitter la cage d'ascenseur, et Suzanne ne peut pas y retourner à cause de son traumatisme. Thomas. « Et si je vous aidais à vous retrouver? Mais ailleurs. »
Pas dans la cage d'ascenseur? Suzanne, curieuse. Où ça? Thomas a une idée. Il se souvient avoir vu, au premier étage, une ancienne salle de musique avec un vieux piano. Un endroit neutre, sans traumatisme, où mère et fille pourraient se retrouver. Thomas. Dans la salle de musique de l'hôtel, ta maman m'a dit que tu aimais chanter. Vous pourriez vous retrouver là-bas? Suzanne, sourire lumineux. Oh oui. J'aimerais beaucoup chanter avec maman. Thomas remonte à la chambre 237 et explique son plan à Marguerite. Au début réticente à l'idée de quitter sa prison temporelle, elle finit par accepter par amour pour sa fille. Marguerite? Mais comment je peux sortir de cette cage? Je tombe depuis 59 ans. Thomas. Arrêtez de vous concentrer sur votre chute. Pensez à Suzanne. Pensez à sa voix qui chante. Laissez cet amour vous porter vers elle. Lentement, miraculeusement, le corps en lévitation de Marguerite au fond de la cage cesse sa chute éternelle. Son esprit se matérialise dans la chambre 237, libéré de sa prison temporelle. Thomas guide alors les deux esprits vers la salle de musique du premier étage. La pièce, abandonnée depuis des décennies, retrouve soudain vie sous l'influence des deux fantômes. Suzanne court vers sa mère et elle s'embrasse dans une lumière dorée éblouissante. Leurs deux esprits se fondent progressivement l'un dans l'autre, créant une harmonie parfaite. Suzanne. Maman, tu m'as tellement manqué. Marguerite. Ma chérie, pardonne-moi de t'avoir fait si peur. Suzanne. On peut chanter ensemble maintenant? Mère et fille s'installent au piano. Marguerite joue une mélodie simple, et Suzanne chante la comptine qu'elle fredonnait dans sa cabane. Leur harmonie emplit tout l'hôtel d'une paix indescriptible. Puis, progressivement leur lumière s'intensifie. Elle regarde Thomas avec reconnaissance. Marguerite. Merci, grâce à toi, nous pouvons enfin partir, ensemble. Suzanne. Au revoir, monsieur Thomas, vous êtes gentil. Thomas a réussi là où tous les autres ont échoué. Il a libéré les esprits torturés de l'hôtel Bellevue. Mais son aventure n'est pas terminée, car ce qu'il va découvrir en remontant dans la chambre 237 va révéler la véritable identité de Gardien des Secrets. Et cette révélation va vous choquer. Restez avec nous pour la conclusion de cette incroyable histoire. Thomas remonte vers la chambre 237, épuisé mais soulagé. L'atmosphère de l'hôtel a complètement changé. Plus de froid glacial, plus de bruits inquiétants, plus d'oppression. L'endroit semble enfin en paix. En entrant dans la chambre 237, Thomas découvre qu'elle a retrouvé son véritable état, délabrée, poussiéreuse, abandonnée comme le reste de l'hôtel. L'illusion de perfection créée par Marguerite s'est dissipée. Thomas s'apprête à rassembler ses affaires quand son téléphone vibre. Un nouveau message de Gardien des Secrets. Félicitations Thomas, tu as réussi là où tous les autres ont échoué. Il est temps que nous nous rencontrions face à face. Sors de l'hôtel, je t'attends près de ta voiture. Thomas hésite. Après tout ce qu'il vient de vivre, cette rencontre avec son mystérieux contact l'intrigue autant qu'elle l'inquiète. Il rassemble ses affaires et descend vers sa voiture. Dehors, près de sa voiture, une silhouette l'attend dans l'obscurité. Quand Thomas s'approche avec sa lampe, il découvre un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, costume sombre impeccable malgré l'heure tardive. Inconnu. Bonsoir Thomas. Je suis Marcel Fontaine. Thomas, confus. Fontaine, comme Marc Fontaine, l'explorateur qui... Marcel. Marc est mon fils. Et avant de poser la question, oui, c'est moi qui vous ai tous envoyés ici, moi qui ai créé ce pseudonyme, Gardien des Secrets. Thomas recule, méfiant. Cet homme a envoyé 5 explorateurs dans ce piège mortel, y compris son propre fils. Thomas, pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Marcel Fontaine s'avance lentement, les mains levées en signe de paix. Marcel. Parce que je suis le seul survivant de la construction de cet hôtel en 1962. J'avais 20 ans à l'époque, j'y étais apprenti maçon. J'ai vu Marguerite et sa fille tomber dans cette cage d'ascenseur, et j'ai participé à l'étouffement de l'affaire. Marcel, le contremaître nous a ordonné de murer la cage et de ne jamais parler de cet accident. Pour éviter les problèmes avec les assurances, disait-il, nous avons obéi. Nous avons enterré Marguerite et Suzanne dans leur tombe de béton. Thomas commence à comprendre la motivation de cet homme. Thomas, vous cherchiez quelqu'un pour les libérer. Marcel. Pendant 59 ans, j'ai vécu avec ce secret, cette culpabilité. Les esprits de Marguerite et Suzanne hantaient mes nuits. J'ai d'abord essayé de revenir ici seul, mais j'étais trop vieux, trop faible. Alors j'ai cherché des jeunes, des explorateurs courageux. Thomas. Mais les autres, Kevin, Sarah, Marc, Amélie, ils ont tous été traumatisés. Marcel, baissant la tête. Je sais. Je n'avais pas prévu que Marguerite les retiendrait ainsi.
Je pensais qu'elle leur expliquerait, qu'ils comprendraient. Quand mon propre fils en est ressorti traumatisé, j'ai compris que j'avais fait une terrible erreur. Marcel sort de sa poche une enveloppe épaisse. Marcel, voici les 2500 € restants, plus un bonus de 10 000 €. Tu as libéré 2 âmes torturées et soulagé ma conscience. Tu mérites bien plus, mais c'est tout ce que je peux t'offrir. Thomas prend l'enveloppe, mais son regard reste suspicieux. Thomas, comment vous pouvez être sûr qu'elles sont vraiment parties? Comment savoir que c'est fini? Marcel sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation. Marcel. Parce que pour la première fois en 59 ans, j'ai dormi paisiblement cette semaine. Plus de cauchemars, plus de voix dans ma tête. Marguerite et Suzanne ont enfin trouvé la paix. Marcel se dirige vers une vieille berline garée un peu plus loin. Marcel. Je vais maintenant me rendre à la gendarmerie. Il est temps que je révèle la vérité sur cet accident de 1962. Les familles méritent de savoir ce qui s'est vraiment passé. Thomas. Et moi? Ma vidéo? Cette histoire? Marcel, se retournant. Raconte-la, Thomas, raconte la vérité. Marguerite et Suzanne méritent qu'on se souvienne d'elles. Mais pas comme des monstres, comme des victimes d'une tragédie que nous aurions pu éviter. Thomas détient maintenant toute la vérité sur l'hôtel Bellevue. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Car en rentrant chez lui, Thomas va faire une dernière découverte qui va donner une dimension encore plus extraordinaire à son aventure. Cette découverte va prouver que certaines histoires de fantômes sont bien réelles, et parfois, elles se terminent bien. De retour chez lui, Thomas passe 3 jours à monter sa vidéo. Les images qu'il a capturées sont extraordinaires. Les apparitions de Marguerite et Suzanne, leur libération, la transformation de la chambre 237. Du matériel qui va révolutionner le monde de l'exploration paranormale. Mais c'est en visionnant pour la énième fois les rushs de la salle de musique que Thomas fait une découverte stupéfiante. Sur une de ses caméras, restée en mode enregistrement continu, il découvre un passage qu'il avait raté. Juste après la disparition de Marguerite et Suzanne, sa caméra a continué à filmer la salle de musique vide. Mais à 1h47 précisément, quelque chose d'incroyable se produit. Une partition musicale se matérialise sur le piano, comme déposée par des mains invisibles. Thomas retourne immédiatement à l'hôtel Bellevue. Cette fois, les lieux sont différents. Plus aucune présence malveillante, juste une sérénité étrange. Il se rend directement à la salle de musique. La partition est toujours là. En s'approchant, Thomas découvre qu'il s'agit d'une composition originale, écrite à la main, avec une écriture soignée. Le titre, Merci Thomas, Marguerite et Suzanne Lefebvre, 2021. Mais ce n'est pas tout. En bas de la partition, une note personnelle. Cette mélodie, nous l'avons composée ensemble dans la lumière. Elle te portera bonheur comme tu nous as portés vers la paix. Joue-la quand tu penseras à nous. M.S. Thomas, qui a appris le piano dans sa jeunesse, s'installe devant l'instrument poussiéreux et joue la mélodie. Les notes s'élèvent dans la salle abandonnée, créant une atmosphère magique et apaisante. La mélodie est d'une beauté saisissante, mélange de mélancolie et d'espoir. En la jouant, Thomas ressent une présence bienveillante, comme si Marguerite et Suzanne l'accompagnaient une dernière fois. 3 semaines après l'aventure de Thomas, Marcel Fontaine tient sa promesse. Il se rend à la gendarmerie et révèle toute la vérité sur l'accident de 1962. Son témoignage relance l'enquête sur la disparition de Marguerite et Suzanne Lefebvre, officiellement portées disparues depuis 59 ans. Les autorités organisent des fouilles dans l'ancienne cage d'ascenseur. Elles découvrent effectivement les restes de 2 corps, une femme d'une trentaine d'années et un enfant. Les analyses ADN confirment l'identité de Marguerite et Suzanne Lefebvre. Pour la première fois depuis 1962, mère et fille reçoivent des funérailles dignes. Toute la ville se mobilise pour cet événement, émue par cette tragédie familiale enfin résolue. Marcel Fontaine, maintenant âgé de 79 ans, est présent aux obsèques. Il dépose 2 roses blanches sur les cercueils, et murmure ses excuses et ses vœux de paix éternelle. L'hôtel Bellevue est officiellement déclaré site historique et transformé en mémorial. La chambre 237 devient un lieu de mémoire dédié à Marguerite et Suzanne Lefebvre. La vidéo de Thomas, La vérité sur l'hôtel Bellevue devient virale. Plus de 5 millions de vues en une semaine, des centaines de milliers de commentaires et une couverture médiatique internationale. Mais plus que la célébrité, cette expérience a profondément changé Thomas. Il continue l'exploration urbaine, mais avec une nouvelle mission, donner une voix aux oubliés de l'histoire. Cette expérience lui a appris que derrière chaque lieu abandonné, il y a des histoires humaines, des tragédies, des espoirs, des vies brisées. Son rôle n'est plus seulement d'explorer, mais de témoigner avec respect. Sa chaîne YouTube se transforme. Fini les explorations sensationnalistes,
place aux enquêtes historiques approfondies et aux hommages aux victimes oubliées. Maintenant que vous connaissez toute l'histoire, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est vraiment passé dans l'hôtel Bellevue ces 59 dernières années. En 1962, Marguerite Lefebvre emmène secrètement sa fille Suzanne sur son lieu de travail. L'accident de construction les tue toutes les deux, mais leurs corps sont murés et l'affaire étouffée. Leurs esprits restent piégés. Marguerite dans une boucle temporelle reproduisant sa chute mortelle, Suzanne réfugiée dans les jardins par peur de revivre ce traumatisme. Pendant 59 ans, Marguerite essaye désespérément de retrouver sa fille. Elle attire les visiteurs, particulièrement les enfants de l'âge de Suzanne, espérant qu'ils l'aideront dans sa quête. Les explorateurs urbains, ne comprenant pas ses véritables intentions, sont traumatisés par ces manifestations désespérées. Thomas est le premier à comprendre la vraie nature de sa demande. Non pas un remplacement dans sa chute éternelle, mais une aide pour retrouver sa fille. En réunissant mère et fille dans un lieu neutre, Thomas brise la malédiction. Cette histoire nous enseigne quelque chose d'important. Derrière chaque légende urbaine, chaque histoire de fantôme, il peut y avoir une vraie tragédie humaine. Des gens qui ont souffert, qui ont été oubliés, qui méritent notre compassion plutôt que notre peur. L'histoire de l'hôtel Bellevue nous rappelle que la mort n'est pas toujours une fin, et que l'amour peut survivre à tout, même à 59 années de séparation. Aujourd'hui, le mémorial Marguerite et Suzanne Lefebvre accueille des milliers de visiteurs chaque année. Beaucoup viennent jouer la mélodie composée par les deux esprits sur le piano restauré de la salle de musique. Et selon les témoins, parfois, quand la mélodie résonne dans les couloirs de l'ancien hôtel, on peut entendre une voix d'enfant qui chante en accompagnement. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir ce type de contenu authentique et respectueux, vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres enquêtes paranormales, partagez cette histoire pour honorer la mémoire de Marguerite et Suzanne, et commentez pour me dire quelle histoire vous aimeriez que j'explore prochainement. Et surtout, souvenez-vous, la prochaine fois que vous entendrez une histoire de fantôme, demandez-vous s'il n'y a pas une vraie souffrance humaine derrière. Merci de m'avoir accompagné dans cette incroyable aventure, et n'oubliez jamais, parfois, les morts ont juste besoin qu'on les écoute. La chambre 237 de l'hôtel Bellevue est maintenant en paix, mais combien d'autres lieux cachent-ils des secrets similaires ? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans nos prochaines explorations.